Good Morning Business. Le débat. Au fond, le débat ce matin, c'est à quoi sert le SMIC ? Oui, parce qu'en 1970, on a créé le SMIC. Années 50, c'était le SMIG. Et à l'époque, on le crée pour deux objectifs, réduire la pauvreté et réduire les inégalités. Puis, 50 ans après le SMIC, on se rend que c'est les 50 ans cette année. On se rend compte que les deux objectifs n'ont pas été atteints. Après, on a tellement baissé les cotisations, sur le SMIC, qu'on arrive à 0 cotisation patronale aujourd'hui. Donc, quand on est à 0, on n'a plus de marge de manœuvre pour aller encore plus loin. Ou alors on rentre en territoire négatif. C'est-à-dire qu'on fait du crédit d'impôt. Bon. Après, troisième élément, on a le SMIC français, en France, le plus élevé des pays de l'OCDE. On le sait, c'est pas nouveau, ça nous a encore été confirmé hier. Avec la prime d'activité, on est à 83% du salaire médian, c'est 40% aux États-Unis, le salaire minimum. Biden, il a de la marge pour le monter. Nous, c'est plus compliqué. Et on sait qu'avec un salaire minimum plus élevé, on éloigne chaque fois un peu plus de l'emploi les gens qui n'ont pas de qualification. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là aussi, on est dans une logique qui est un petit peu au bout de l'histoire. Après, on subventionne le SMIC donc depuis des années en baissant les cotisations. Très bien, alors ça fabrique une trappe à bas salaire. Vous savez qu'on baisse les cotisations jusqu'à 1,6 SMIC. Celui qui n'a pas de qualification et qui est aujourd'hui à 1,1 SMIC, 1,1 ou même 1,4 SMIC, les chances qu'il a de monter au-delà d'1,6 sont quand même très 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 faibles. Et puis on se rend compte que l'écart entre le salaire minimum et le revenu médian, donc le revenu médian, c'est autant sont payés en dessous qu'au-dessus, il tend à se réduire. Il est devenu le plus faible aussi des pays de l'OCDE, puisqu'on est à 83% si on ajoute la prime d'activité. Ça veut dire qu'il y a une concentration. Oui, c'est ça. Et ça veut dire que en fait, ce phénomène-là, et c'est ce qu'observent les experts sur le SMIC, c'est désincitatif à aller chercher une formation. Quand vous êtes finalement si proche du revenu médian, l'incitation à vous dépasser pour aller vraiment au-delà, elle est relativement faible. C'est très dur d'aller au-delà, en fait. Et donc, on se rend compte qu'on est peut-être arrivé, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, à un SMIC qui est un peu au bout de sa logique, qui est un peu au bout de son histoire. Alors, on peut se poser des questions. Les fameuses inégalités, la pauvreté des travailleurs, elle vient d'où ? Alors, elle vient pas du SMIC, puisque justement il est relativement élevé, même si vivre avec un SMIC, notamment en Ile-de-France, c'est quand même très compliqué. Alors là, les experts sur le SMIC observent que le problème des inégalités vient du faible nombre d'heures travaillées, et notamment principalement pour les femmes. Donc il faudrait essayer de lutter contre des carrières hachées, des carrières un peu chaotiques, c'est très facile à dire. Et puis comme on est arrivé un peu au bout de la logique du SMIC, puisqu'on a réduit maintenant les cotisations à un niveau zéro, on peut se poser des questions un peu plus fondamentales. Est-ce que le salaire minimum, il a encore un avenir ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si un jour un revenu minimum ne devrait pas carrément remplacer le salaire minimum ? Ou un impôt négatif, non ? Après, c'est la logique de l'impôt négatif. Ouais. Là, je pose la question, elle est très facile à poser comme ça lors d'une discussion à bâton rompu, mais on est en droit de se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y a après le salaire minimum. On l'a tellement politisé, on l'a tellement trafiqué, qu'on voit qu'aujourd'hui, on est un peu avec zéro marge de manœuvre autour de ce sujet, et que les problèmes posés historiquement quand on l'a inventé sont toujours là. Bon, Jean-Marc Danel, il a tout dit, Nicolas Dose, hein ? Oui, il a tout dit. Je ferai quand même deux remarques par rapport à ce qu'il a dit. La première, c'est qu'il dit le salaire minimum et le revenu minimum. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas la même chose. Oui, donc c'est le revenu minimum qui est relativement élevé en France. Le salaire minimum n'est pas si élevé que ça. Et donc effectivement, la prime d'activité joue un rôle. Pourquoi redites tout la différence que vous faites entre le revenu et le salaire minimum. Mais dans le revenu, vous avez en plus les prestations sociales qui sont rajoutées. La prime d'activité, notamment la prime montée à 100 € après les gilets jaunes. Mais le salaire minimum, il n'en demeure pas moins élevé par rapport à la moyenne européenne quand même. Alors, il reste une obligation légale. Oui, je ne sais pas s'il est élevé par rapport à la moyenne européenne. Mais en chiffres, mais la valeur de salaire ne se mesure pas par rapport à ce qu'il y a en Bulgarie. Le salaire minimum, c'est 3 008. Exactement. Ça se mesure par rapport à la productivité, donc par rapport à l'efficacité du travail. Est-ce que le salaire vous permet d'avoir comme pouvoir d'achat ? Voilà, exactement. C'est le pouvoir d'achat et surtout l'efficacité entre ce que vous recevez et ce que vous donnez sous forme de travail. Et donc, je pense que effectivement, un des enjeux, c'est de donner plus sous forme de travail, c'est-à-dire d'augmenter la durée du temps de travail. Une des faiblesses de la France, c'est effectivement qu'on ne produit pas assez. Grosso modo, le niveau de vie français est lié à la quantité et à la production française. En revenu moyen par habitant, on est à 72% des États-Unis. Pourquoi on est à 72% des États-Unis ? Parce qu'on travaille moins qu'aux États-Unis. On est à peu près les mêmes technologies, on est à la frontière technologique comme les États-Unis. Donc, je pense qu'un des enjeux, c'est effectivement de mettre en regard du salaire, du revenu, un travail, et donc il faut augmenter la durée du temps de travail. Ça devient de plus en plus évident pour moi. La deuxième remarque que je ferais, c'est que, effectivement, quand on regarde les considérations émises par la Commission là, qui vient de remettre ses travaux, d'abord, depuis 20 ans, pratiquement, il recommande de ne jamais faire un coup de pouce, puisqu'il y a toujours la possibilité pour le gouvernement de faire un coup de pouce. Donc, on voit bien
bien que ce mécanisme de coup de pouce est un mécanisme qui est malsain. C'est-à-dire coup de pouce ou à quoi ça sert de danser. Du coup, il y a une lecture politique du coup de pouce. Voilà, le coup de pouce devient totalement entre les mains du pouvoir politique. Les experts sont... Il a toujours été. Oui, mais enfin bon, le coup de pouce devient... 68, on fait plus 35%. Oui, mais à l'époque, il y a 68, il n'y avait pas le SMIC. Oui. Mais donc, mais quand on regarde ça, c'est que toutes les considérations sont sur le fait qu'il faudrait régionaliser le SMIC. Donc je pense que plutôt que de supprimer le salaire minimum, il faudrait effectivement le rendre beaucoup moins centralisé. C'est-à-dire, il faudrait avoir un salaire minimum qui soit beaucoup plus en conformité, à la fois avec la réalité des branches économiques et avec la réalité des régions où le pouvoir d'achat s'exerce et s'exprime. Donc je pense qu'une vraie réforme, ce serait d'avoir une réflexion sur l'articulation entre la prime d'activité et le SMIC. La deuxième piste, c'est d'abandonner une bonne fois pour toutes les 35 heures. Et la troisième, c'est de régionaliser le SMIC. Ça va être compliqué la régionalisation, parce que dans aucune région, vous allez pouvoir dire aux gens, alors vous, chez vous, on va le baisser. On ne pourra que le monter dans les régions où il est un faible pouvoir d'achat, mais nulle part on pourra le baisser. Mais je pense qu'effectivement, augmenter le salaire des gens qui travaillent, ça me paraît pas scandaleux. En revanche, se poser la question de savoir, dans un certain nombre de secteurs un peu protégés, s'il n'y a pas des abus, pourquoi pas.